Et donc, je donne la parole à Camille pour qu'elle fasse l'appel. Bonsoir à tous. Richard Mallier. Mathieu Pietri. Corinne Lemeu. Yann Pertuizen. J'ai un pouvoir. Christine Sicardi. Thomas Bergère. Sophie Suras. Stéphane Pieraccini. Maëva Gautelier. Joseph Cassaro. Roger Mossé. Dominique Bièche. Pierre Maroc. François Dognaud. Evelyne Louis. Véronique Garnier. Catherine Bienfait. Marie-Christine Rodriguez. Catherine Foulon. Marie-Pierre Vitiello. Florian Paris. Christelle Kégine. Patricia Coty. Jean-François Kerr. Julien Esterini. Hervé Kella. René Alberici. Philippe Canobio. Geneviève Martin. Saïd Achache. Michel Deschaux. Hortense Mallier, pardon. Le quorum est atteint. Merci Camille. Donc, le dernier conseil municipal avant la pause estivale n'échappe pas à la règle, mes chers collègues, puisque lui aussi sera filmé. Je tenais à vivement remercier les organisateurs de la fête de la musique qui a réuni les familles Bouquenne, place de l'Hôtel de Ville, autour de nos musiciens. Félicitations aussi aux amis de l'orgue qui mettent régulièrement cet instrument si particulier au cœur de notre église à l'occasion de leur 16e festival qui s'est terminé hier. Allez, encore des félicitations aux organisateurs de la première édition de La Voix est libre qui a permis à la bibliothèque, le temps d'une après-midi, d'investir la terrasse du château pour le plus grand bonheur des lecteurs. Je souhaite également rappeler l'importance du devoir de mémoire dont la commune s'est montrée plus que digne avec l'organisation de cérémonies patriotiques de grande qualité à l'occasion des 8 et 18 juin derniers. Prochain rendez-vous, vous le savez, ce sera le 14 juillet à partir de 18h, place de l'Hôtel de Ville, avec le traditionnel défilé suivi de la soupe au pistou. Merci aussi à nos associations qui, en plus d'avoir subi le Covid, d'avoir contribué efficacement à ce formidable élan de solidarité tout au long de la crise, reprennent de plus belle leurs activités pour venir dynamiser la commune, même si certaines sont un peu en effervescence, nous disait le 1er adjoint tout à l'heure. Nous avons pu les remercier et les mettre à l'honneur vendredi dernier au cours de la traditionnelle Nuit des associations. Depuis la Journée des plantes, les jardins d'Albertas accueillent de nombreux événements à l'image du Pays d'Aix autoclassique qui fut encore une fois une belle réussite. Demain, place au concert gratuit donné par le nouvel orchestre philharmonique du Pays d'Aix à partir de 21h. Il faudra attendre le 8 juillet pour la très attendue soirée jazz sous les étoiles avec Cyril Aimé suivi de Emmett Cohen. Le conseil de ce soir traitera de subventions comme à notre habitude, demandez et versez en plus de vous proposer la première décision modificative de l'année 2022. Les différents points liés à l'urbanisme ont été vus en commission plénière du conseil municipal vendredi et nous étudierons également de nombreuses conventions. L'association JH Fonds Solière Événements organise, comme chaque année, Chansons sous les étoiles, le premier week-end de juillet sur l'esplanade du château. Il vous sera proposé 2 soirées pour découvrir de talentueux auteurs-compositeurs. Vendredi, à 20h30, Thomas Cousin, puis Laurent Louvel, c'est le quintet. Thomas Cousin vient de livrer son premier album solo, un disque personnel et intime se baladant entre la chanson actuelle aux sonorités modernes et le classicisme d'une chanson française à texte. Derrière ces airs de ne pas y toucher, Laurent Louvel épingle les petits et grands travers de notre société sans s'épargner. C'est enlevé, drôle, doux, dur ou coquin aux entournures. Il sera entouré de ses 4 fidèles musiciens, c'est pour ça qu'on appelle ça un quintet. Samedi 2 juillet à 20h30, les Faucheuses et Florentin Fouche. Petite guitare à la main, à 2 voix distinctes, un peu gouailleuses et harmonieuses, les Faucheuses nous embarquent dans leur univers onirique, révolté et complètement déjanté.
Accompagné de ses acolytes unanimes, Florentin Fouche nous charme avec ses chansons d'humour et son rap à l'eau de ruse, mais aussi avec ses courts poèmes qu'il met en scène. C'est la nouveauté de l'été. On essaye de le bloquer là. Voilà. C'est la nouveauté de l'été, un grand concert familial gratuit. Et ça va rocker. Les Wackies, dont la dernière vidéo All I Want for Christmas is You, vous avez remarqué l'accent, a totalisé pas moins de 6 millions de vues YouTube, reviennent à Bouc-Bel-Air. Avec leur panoplie d'instruments joués et déjantés, The Watkins sont les maîtres incontestés du rock Kentoys. Blaumaster, Spinfinger et Bongo Star sont de véritables super-héros du rock jeune public. Pardon ? On vous épargne rien. Non, exactement. Ce show familial embarque le public dans un retour vers le passé qui ravivera la jeunesse des parents et transmettra aux enfants la culture rock de la fin du siècle dernier. Pourquoi pas dire aussi du millénaire dernier. La taille des guitares électriques, batteries ou basses n'empêche pas le groupe de jouer dans le rouge pour des bambins ébahis et rapidement possédés, commente lesinrock.com. À ne pas manquer, rendez-vous le dimanche 10 juillet dès 17h, jeux géants et animations sur la place, baby-foot, twister, ping-pong, etc. Le concert ainsi que le parking seront gratuits. Si on réduisait l'éclairage la nuit, de prime abord, l'idée n'emballait peut-être pas, mais le sujet méritait quand même d'y réfléchir quelques instants. C'est la question qui a été posée au bouquin par consultation électronique du 12 au 15 juin dernier. Les deux arguments à l'initiative de cette consultation étaient financiers. En effet, l'augmentation des tarifs de l'énergie a entraîné une très forte hausse, mes chers collègues, on a déjà parlé de la facture d'électricité de la commune, avec une multiplication par 2,5. Le fait d'éteindre les réverbères une partie de la nuit permet de faire baisser la note d'une douzaine de milliers d'euros par mois. L'autre argument invite à la protection tout simplement de l'environnement. L'éclairage nocturne est en effet néfaste pour les oiseaux nocturnes, les chauves-souris, les insectes. Enfin, cette pollution nocturne nuit également à l'observation des étoiles et donc à la rêverie. Les bouquins au nombre de 812 se sont prononcés favorablement à hauteur de 92,1%. À l'exception de certaines zones qui ne peuvent pas être éteintes pour des raisons diverses, sécurité, caméras, bâtiments publics prioritaires comme la gendarmerie, passage de convois spéciaux, forte circulation, qui représente seulement 10%, la grande majorité de l'éclairage public de Bouc-Bel-Air sera éteint de minuit à 6 heures du matin. Et ce, dès que possible, parce il nous fallait attendre la réponse des bouquins là-dessus. Si on fait une constatation, la moindre des choses, c'est de suivre la réponse que nous ont donnée les bouquins. Donc maintenant que la réponse est donnée, on va mettre ça en œuvre. Mais je crois qu'on va avoir ça plutôt première quinzaine du mois d'août, le temps que... Mais ça se fera par montée en puissance. Voilà. C'est-à-dire qu'on aura une zone qui sera dans le noir, puis après une autre dans le noir, et puis après une autre, et on arrivera donc à la fin, à peu près deuxième quinzaine d'août. En période de sécheresse, et pour préserver les utilisations prioritaires de l'eau, santé, sécurité civile et approvisionnement en eau potable, des restrictions d'eau graduelles et temporaires sont déclenchées progressivement par les préfets en fonction de 4 niveaux de gravité de la sécheresse. Vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Au regard de la situation de sécheresse précoce qui touche le département des Bouches-du-Rhône, le préfet a pris plusieurs arrêtés qui placent l'appréciation du niveau de gravité de la sécheresse se fonde sur des données hydrologiques et des observations de terrain. Diminution des débits des cours d'eau, baisse du niveau des nappes d'eau souterraine, observation de la SEC, diminution des stocks de soutien d'étiage. Bouc-Bel-Air est donc concerné par l'alerte sécheresse sur l'arc aval et l'arc amont.
Et en voici les restrictions associées pour les particuliers et collectivités. L'arrosage est interdit de 9h à 19h. Le lavage des véhicules chez un particulier est formellement interdit. Remplissage des piscines est interdit. Seule la remise à niveau est possible. Heureusement, parce que nous allons pouvoir remettre à niveau notre piscine Guidrut qui va ouvrir donc début de semaine, lundi prochain. Voilà, lundi prochain. Bonne nouvelle cependant, dans ces fortes chaleurs, la piscine, je vous l'ai dit, réouvrira le 4 juillet. Et merci aux équipes, malgré les travaux supplémentaires, merci aux équipes qui ont travaillé d'avoir tenu les délais. Les chiffres du Covid-19 ne sont vraiment pas bons depuis une dizaine de jours. Le nombre de cas détectés a augmenté de 50% en une semaine et la courbe semble de plus en plus s'approcher d'une exponentielle. La tendance est à la hausse depuis plus d'un mois. Les Bouches-du-Rhône sont particulièrement concernés avec les plus importantes augmentations. Aussi, au regard de notre proximité dans cette salle, j'ai hésité, mais je me demandais s'il ne fallait pas remettre le masque. Bon, on ne l'a pas fait, mais je vois que certains ont le masque. Je pense qu'ils ont raison. Et on verra pour le prochain conseil municipal qui n'aura lieu qu'en septembre ce que nous faisons. Enfin, je vous donne le rendez-vous les 27 et 28 août, place de l'Hôtel de Ville, pour la fête de village. C'est le rendez-vous incontournable de l'été, après la Belle Époque, puis l'Antiquité, ou encore la Révolution française. Cette année, Bougbelair se téléporte dans les années 50. Cette manifestation ludique et pédagogique plonge le public dans une période historique différente chaque année, afin de lui permettre de mieux connaître le passé de la région et de Bougbelair en particulier. Une manière d'apprendre tout en s'amusant. Cette année, les bénévoles de la commission extra-municipale qui l'organise vont faire vivre aux visiteurs la folle période des années 50. Je compte sur vous, chers collègues, pour sortir vos plus beaux déguisements. Allez, place, on arrête avec le ludique et place à l'ordre du jour. Alors, on commence évidemment par l'éternelle adoption du compte-rendu de la séance du 23 mai. Donc je vous pose toujours la question, bien que ça soit filmé sur le site, est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? Il n'y en a pas, on le considère comme adopté. Je vous remercie. Sur l'information au conseil municipal des décisions prises, merci, dans le cadre de l'article L2122 du Code général des collectivités territoriales. Alors il s'agit du renouvellement de l'occupation de domaine privé à titre précaire et révocable, renouvellement de M. Mulatieri Jean-Louis. Il en est de même pour M. Julien Esterini. Ensuite, la décision numéro 2022-015 du 14-6, c'est une convention de mise à disposition d'espace au pôle solidarité pour l'association des assistantes maternelles. C'est aussi un renouvellement. Ensuite, on a la décision numéro 017 du 16 juin. C'est un renouvellement pour Madame Didenko, qui est une Ukrainienne. On va arriver donc aux 6 mois. Donc, on lui renouvelle à titre précaire et révocable. Et ensuite, il en est de même pour les autres Ukrainiens, c'est-à-dire la famille Dobrunik. Alors, c'est Lyudmila, Mikola et Madame Zaïseva Nadia. Voilà. Vous avez des questions là-dessus? Assez classique. OK. Merci. Ensuite, nous avons... Je cherche mon ordre du jour. Merci. Alors ensuite, nous avons l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 150 000 € à l'organisme foncier solidaire, tous propriétaires. Je rappelle, on l'a vu en commission en commission des finances, c'est ça? C'est en commission des finances, ça a été vu? Non, c'est non plus? Bon, en fait, c'est très clair. Là, je vous demande, mes chers collègues, de me faire confiance là-dessus, parce que si nous obtenons l'accord d'Action Logement, nous donnerons cette subvention. Et Action Logement donnera la même somme.
Vous avez compris pourquoi c'est important. Et évidemment, cette subvention sera déduite de la pénalité SRU. Et ce, en 2024. 2 ans après, on a toujours ce décalage de trésorerie. Voilà, en quelques mots, ce qui permettra évidemment de toucher 300 000 euros à l'OFS, qui permettra d'avoir... alors, je pourrais m'étendre un peu plus sur l'OFS, je ne sais pas qui en fait partie de l'OFS, mais on a eu une réunion, en tout cas une assemblée générale et un conseil d'administration. On a un énorme problème, c'est que le législateur a prévu ce qu'on appelle le prêt Gaïa. Le prêt Gaïa, c'est un prêt sur 80 ans, certes à 2,5%, mais comme nous avons trop de personnes privées dans les statuts, dans les membres fondateurs. Évidemment, on ne peut pas mettre la commune comme étant majoritaire, parce que si la commune est majoritaire, ça devient de la gestion de fait. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ça, mes chers collègues, c'est quelque chose qui est bien connu. Donc on a des personnes privées, et comme on a trop de personnes privées, ils prennent ce prétexte pour ne pas nous donner les Gaïas, nous permettre d'accéder aux Gaïas. Ceci étant, encore une fois, on le voit bien, je vais encore m'éclater en disant, voilà, la bureaucratie, pour ne pas dire autre chose, qui fait que l'esprit du législateur est complètement détourné et qu'on voit des bailleurs sociaux qui se lancent là-dedans et qui font de l'OFS, des BRS, pour pouvoir payer le foncier plus cher. Donc c'est-à-dire que l'esprit du législateur est complètement détourné. Parce que moi, j'ai vécu dans mon bureau un promoteur qui est venu en me disant « on va vous proposer 38 BRS ». Alors j'ai fait un peu, c'était il y a 3 ans, la personne qui n'était pas au courant, qu'est-ce que c'est, etc. Donc on m'a tout expliqué. Et puis, je savais ce que c'était, puisqu'on était en train de créer l'OFS tous propriétaires, donc je savais ce que c'était. Et alors à la fin, je leur dis « mais pourquoi vous faites ça là, qu'est-ce que c'est ?» Mais ça nous permet de payer le terrain plus cher. L'art et la manière de dévoyer l'esprit du législateur. En fait, c'est pas ça. C'est que ça permet à des gens qui peuvent avoir et qui sont... Alors, si je rentre un peu dans les détails, c'est en fait ce qu'on appelle les PLUS et les PLS, les revenus plus que la moyenne pour les logements sociaux, qui peuvent devenir propriétaires. Je trouve que c'est une très bonne chose. C'est pour ça que nous avons fait l'OFS et que le conseil municipal a toujours suivi là-dessus. Mais malheureusement, la Caisse des dépôts, on a décidé autrement. Et les OFS comme les nôtres ne sont pas aidés. Il n'y a pas de Gaïa. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut avancer le foncier, même si on le récupère. On le récupère en plusieurs années. Mais ça, c'est intéressant. Alors c'est... Le pied à mettre à l'étrier à l'OFS, et Action Logement veut bien être notre partenaire, mais à condition que la collectivité mette 150 000 euros. Voilà. Et nous mettra 150 000 euros. Je pense que le jeu en vaut la chandelle. En tout cas, mes chers collègues, je n'appliquerai la délibération. Elle ne sera mandatée qu'à partir du moment où Action Logement aura suivi. C'est-à-dire qu'au vu de la délibération, il devrait nous débloquer. Dans ce cas-là, on ira. Voilà. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire là-dessus. Je pense que j'ai été assez succinct, assez simple, mais je réponds à toutes les questions si vous en avez. Madame Martin, vous avez la parole. Monsieur le maire, vous nous parlez d'Action Logement qui verserait 150 000 euros. Je n'ai pas trouvé de mention d'Action Logement dans le rapport qui nous est soumis. Bon, voilà, c'est une remarque. Ensuite, l'Office foncier solidaire tous propriétaires a été créé en juillet 2019. À l'époque, il était prévu donc dans le projet d'origine qu'au bout de 3 ans, 50 logements seraient disponibles. Aujourd'hui, l'OFS affiche un nouvel objectif de 60 logements au cours des 4 prochaines années. Donc on voudrait savoir combien de logements sont disponibles ou en cours de construction à l'heure actuelle. Ensuite, en 2019, vous aviez annoncé que vous aviez identifié 3 terrains que vous envisagiez de céder à l'OFS pour l'euro symbolique. Qu'en est-il à ce jour? Et dernière question, il était prévu la constitution de 3 commissions, une pour les agréments des ménages, une pour la gestion des partenariats et une pour l'évaluation de la faisabilité des projets. On voudrait savoir si cette organisation a été mise en place. Voilà.
Je réponds sur les 3 terrains. En fait, les 3 terrains, pour l'instant, il n'y en a qu'un qui a été mis à disposition. Les autres ne sont pas exploitables comme il était prévu, mais il va y avoir d'autres terrains. Aujourd'hui, les travaux commencent pour 2 opérations. Une au chemin de Sauvecannes, où il y a 5 BRS qui sont prévus. Au départ, il devait y avoir des logements sociaux, ça s'est transformé en BRS. L'OFS est venu combler parce qu'on n'avait pas de bailleur social qui acceptait de faire des opérations de 5. Pardon ? Oui, 5 BRS. Ensuite, on a de mémoire Jules Ferry. C'est dommage que Yann Pertuzel ne soit pas là, mais enfin, je vais répondre. Jules Ferry, où il y a des travaux qui vont commencer. On attend que les enfants soient en vacances pour pouvoir commencer les travaux, parce qu'il y a un peu de BRH. Le BRH, c'est le brise-roche. Donc, ça va faire un peu de bruit. Donc, il faut taper dans la roche. Et donc, on attend que les gamins soient... comment dirais-je, soit en vacances. Troisième chantier qui est en cours, c'est Belle-Ombre. Belle-Ombre, où il y a 60 logements sociaux, et sur les 60, il y a 20 BRS. Voilà, donc on en est aujourd'hui. À ma connaissance, il y a aussi un permis qui a été délivré à Nutière pour 5 BRS aussi. Et puis... Après, l'OFS travaille dans d'autres communes aussi. Il travaille à Cabriès et à Simiane. À Cabriès, il y a un dossier d'un logement qui est bouclé. Il y en a en cours, je n'ai pas en tête. Vous savez, moi, je suis membre du bureau de l'OFS. Je ne suis pas le président, je ne suis pas tout. Mais par contre, c'est vrai que je suis ce qui se passe sur la commune de Vauvert, vous vous en doutez. Et il y a un dossier à Simiane, qui est, je crois, de 7 BRS, pour lequel la commune a mis une subvention de l'ordre de 160 ou 170 000 euros sur leur pénalité SRU, évidemment. Voilà. Voilà, pour répondre j'ai répondu à tout, là. Les commissions, je ne sais pas d'où vous sortez ça. Non, mais prévu où? Par qui? Où? Je ne sais pas. Ah bon? Bon, mais en tout cas, il y a le bureau de l'OFS qui travaille là-dessus, il y a le conseil d'administration, et il y a l'Assemblée générale, d'ailleurs, qui a lieu, je crois que c'est mercredi, non? Jeudi. Mercredi, voilà. Non, jeudi. Voilà, jeudi matin, voilà. Plus de questions là-dessus, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc 2 abstentions et vous avez un pouvoir, donc 3 abstentions. Donc unanimité des votants. Merci. Ensuite, je passe à... Eh bien Mathieu, tu vas nous parler de la convention de partenariat pour l'organisation du festival Voix sous les platanes. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, on vous propose en délibération la convention de partenariat pour l'organisation du festival Voix sous les platanes. C'est une convention qui est habituelle, qui vient encadrer le soutien que l'on apporte à cette manifestation de Voice Gang qui se déroule fin septembre, tant sur les missions, les moyens et les procédures qu'on met en place. À savoir qu'il y a une modification par rapport à celle antérieure, qui est que cette année, Voice Gang nous propose de faire la manifestation sur 2 jours et non plus sur 1 jour, 2 après-midi au lieu d'1 après-midi. Le constat était qu'ils arrivaient un petit peu à un plafond de verre avec une organisation et une participation qui arrivait un peu au taquet. Donc, ils vont ouvrir cette manifestation sur le territoire en invitant des chorales du territoire d'Aix-en-Provence à participer en complément le samedi après-midi. Voilà, en sachant, en précisant également que les aides directes de subvention ont été vues lors du vote des subventions en début d'année, au mois de février cette année. Voilà, monsieur le maire. Merci Mathieu. Est-ce que vous avez des questions à poser à Mathieu? Pas de questions. Je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas.
Abstention non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, tu continues pour nous parler de la convention avec le CD pour bénéficier du dispositif Provence en Seine pour la saison culturelle 2022-2023. Oui, tout à fait. Là aussi, c'est vraiment une délibération classique qui permet à la ville de Bouc-Béliard, dans sa programmation culturelle, d'avoir accès à des spectacles avec une subvention de 50% de la part du conseil départemental pour un maximum de 10 spectacles dans l'année. Merci Mathieu. Est-ce que vous avez des questions à poser à Mathieu? Pas de questions, donc je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité. Merci. Ben, tu continues avec tarification d'occupation du domaine public pour les tournages de films et les prises de vue. Oui, donc c'est une délibération qui encadre l'occupation, les conditions de tarification et d'occupation du domaine public pour le tournage de films. La commune est de plus en plus sollicitée pour ce type d'événements, de prestations. Donc, il nous semble tout à fait opportun de proposer un encadrement avec 3 niveaux de tarification. Un jour, c'est 2 000 €. Là, je vois rien du tout, mais de mémoire, ça doit être une semaine 5 000 € et 2 semaines 8 000 €. Donc, pour les personnes qui souhaitent venir faire des tournages sur notre commune, sachant qu'il y a un certain nombre d'exceptions à la règle, qui sont tout ce qui est tournage étudiant. Voilà, monsieur le maire. Merci Mathieu. Est-ce que vous avez des questions à poser à Mathieu? Pas de questions, donc je mets aux voix ces délibérations. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Unanimité, merci. Allez Mathieu, tu nous parles de tarification des prestations journalières et modalités d'occupation des espaces municipaux. Oui, cette délibération vient en complément à celle passée le 31 mai 2021. Donc, elle reprend mot pour mot, point par point, celle qui a été passée, en rajoutant simplement la possibilité de louer aux associations extérieures et aux syndics de copropriété, c'est l'objet principal de la délibération, et aux sociétés la salle Frédéric Mistral de la Bastille de la Salle pour un montant de 200 €. Initialement, dans la délibération que nous avons passée il y a un peu plus d'1 an maintenant, cette possibilité n'était pas ouverte. Donc ça va nous permettre de facturer, notamment aux syndics. On a énormément de demandes de syndics pour l'occupation de cette salle. Donc ça nous permettra de leur facturer. Monsieur le maire. Merci Mathieu. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Mathieu? Pas de questions. Je mets aux voix ces délibérations. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions non plus? Unanimité, merci. Allez, Corinne va nous parler de l'accord cadre pour la Convention territoriale globale. Encore un acronyme, CTG. C'est pas le CDG. Avec le versement des bonus territoires. Marchou, ouais. Merci, monsieur le maire. Donc, je vais commencer par un léger historique pour vous dire pourquoi cette convention aujourd'hui. Donc, la commune de Bouc-Béliard avait signé le 10 décembre 2018 ce qu'on appelle le contrat enfance-jeunesse. Son petit nom, c'est CEJ. Et ce contrat donc émanait de la caisse d'allocation familiale et permettait donc à la commune de financer en partie les actions qu'elle souhaitait développer en faveur de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse. Mais ce contrat donc, a pris fin au 31/12/2021. Il ne sera pas renouvelé et il est remplacé par cette CTG pour une durée de 5 ans. Sauf que vous allez me dire, là, on a déjà passé quelques mois depuis que le contrat est terminé. Donc là, cette convention que nous allons signer, en fait, c'est une convention qui est transitoire. Alors, cette CTG, c'est un contrat intercommunal au champ d'action plus large que ceux de la CEJ. C'est-à-dire que là, on va avoir l'accès, par exemple, aux droits et à l'inclusion numérique, le logement, le cadre de vie, l'animation et la vie sociale, le handicap, par exemple. Voilà. Et il est construit dans une logique de territoire et de bassin de vie.
Donc cette CTG, elle doit permettre une meilleure prise en compte des besoins des familles dans une approche globale qui va viser à favoriser et renforcer la cohésion sociale des familles. Bien que cette CTG soit un contrat à l'échelon intercommunal, chaque commune va rester décisionnaire et déterminera son propre plan d'action en fonction des besoins qu'elle aura identifiés. Ces actions pourront toutefois être mutualisées avec les autres communes qui forment cette CTG. Donc cette CTG, puisqu'on parle de plusieurs communes, elle comprend les communes de Simiane-Collongue, Cabriès et Bouc-Bélair. C'est un schéma de cohérence territoriale qui paraît le plus logique. Il fallait être à minima 3 communes, à minima 25 000 habitants sur ces 3 communes. Donc effectivement, ça représentait bien le cadre de ce qu'on voulait au niveau de la CTG. Du fait de la fin du contrat CEJ, les prestations financières, donc elles ne peuvent plus être versées et sont remplacées par des prestations nommées bonus territoire de la CTG. Et donc, afin de continuer à percevoir le versement des prestations de la CAF, ou bonus de territoire depuis le 1er janvier 2022, la signature de cet accord cadre CTG est nécessaire. L'accord définitif, je vous ai dit que cet accord CTG était un accord transitoire. L'accord définitif donc, devra être signé au plus tard le 31 décembre 2022. Voilà. Le but de la manœuvre, comme je vous le disais, c'était de pouvoir continuer à encaisser le CEJ sous forme de bonus territorial et, je veux dire, faire pareil que ce qu'on faisait l'année dernière. Voilà, donc ce projet a été présenté à la commission qui s'est réunie le 21 juin et n'a pas provoqué de questions particulières. En fait, toutes les questions ont été répondues lors de la commission. Merci Corinne. Est-ce que vous avez des questions à poser à Corinne? Pas de questions. Je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus unanimité. Je vais essayer de vous répondre, Madame Martin, à votre question. Entre-temps, j'ai eu la réponse sur les 3 commissions. C'est vrai qu'on a été créées donc, en 2019. Alors, vous pouvez être sûr que, d'abord, les opérations partent à peine. Donc, voilà. Et vous pouvez être sûr que... je vois qu'à l'époque avait été sur l'engagement, c'est-à-dire en fait les études de faisabilité de projet. Le rapporteur était le représentant de l'opposition de Bouc-Bélair, qui était au conseil d'administration, comme aujourd'hui on en a un. Et puis en partenariat, rechercher et mettre en place ces conventions de partenariat, c'est le trésorier, c'est François Godard. Et en commission agrément, pour labelliser les ménages, c'est votre serviteur, tout simplement, qui est le rapporteur. Voilà. Mais évidemment, comme vous savez, quand je parle comment dirais-je, du temps administratif avec une certaine ironie, ça pèse énormément. Le temps administratif, c'est devenu quelque chose... Et regardez Belle-Ombre. Regardez Belle-Ombre. Belle-Ombre, les travaux, s'ils commencent en 2023, je serai bien heureux. Et le permis de construire date d'août 2018. D'août 2018. Voilà. S'il commence en 2023, je serai bien heureux. Voilà. Alors après, quand vous avez des petites opérations, je vous l'accorde, ça va un petit peu plus vite. Celle de Jules Ferry, où nous avons donné le terrain moyennant 1 euro à l'OFS, ça il va commencer cet été, mais on a fait un appel à projet, quelque chose d'assez transparent. Je veux dire, les administrateurs ont pu dire leur mot là-dessus, c'est clair. Eh bien, les travaux ne commencent que là, parce qu'en fait, le privé nous a lâché un peu, celui qui a eu le marché, eh bien, il n'a pas été... les reins n'étaient pas assez solides pour la mener jusqu'au bout. Donc, il a revendu à quelqu'un d'autre revendu l'opération à quelqu'un d'autre qui va commencer
une fois que les enfants seront en vacances scolaires. Voilà. Voilà. Là-dessus, je pense que je vous ai satisfait sur ces commissions. Oui, c'est tellement vieux que vous avez déjà plus ou moins oublié parce qu'elles n'ont pas encore commencé à fonctionner, quoi. Voilà. Allez, alors, mais écoutez, maintenant je vais reprendre, puisque notre ami Yann Pertuzel n'est pas là, je vais prendre ces dossiers. L'avenant numéro 2, la convention d'intervention foncière en phase de réalisation établie entre la commune, l'EPF et la métropole, c'est en fait la reconduction tout simplement concernant Belle-Ombre, dont on parlait maintenant. Voilà. Comme c'est pas fini, l'avenant numéro 2, c'est tout simplement de proroger après le 1er juillet 2022. Ça s'arrêtait au 1er juillet 2022. Voilà. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Madame Martin, vous avez la parole, si vous me la demandez. Merci. Donc l'avenant qui nous est soumis vise à prolonger de 3 ans la durée de la convention d'intervention foncière signée en 2017. Ce délai supplémentaire est rendu nécessaire par la procédure que vous voulez engager pour faire supprimer la limitation de la constructibilité au profit des parcelles voisines, cette limitation remettant en cause la réalisation du programme envisagé sur Belle-Ombre. Les problèmes de circulation que rencontrent les habitants de ce secteur chaque matin vont encore s'accroître. La construction de logements sociaux est indispensable, mais il faudrait que les infrastructures suivent. Voilà, c'était ma remarque. Oui, le grand problème, c'est qu'on ne veut pas élargir les routes. Le carrefour des Trois Pigeons devrait être fait. On a... et c'est pas ce... Oui, c'est à ce conseil qu'on a un rapport. Voilà, on l'a à l'ordre du jour du conseil municipal aujourd'hui pour le carrefour des Trois Pigeons. Thomas Bergère en parlera tout à l'heure de la convention de transfert de voies. Bon, peu importe le truc, mais oui, on est... et puis, il pourra vous dire aussi tout à l'heure qu'on pensait que ça serait fini pour les Trois Pigeons, mais c'est pas fini. Ça ne fait que rebondir, c'est ça, Thomas? Voilà. Donc, à un moment donné... nous sommes pris entre, excusez-moi l'expression, entre le marteau et l'enclume. On doit faire des logements sociaux et ce qu'on va proposer d'ailleurs au mois d'octobre quand on va discuter du plan, de ce qu'on avait à faire. J'espère qu'on aura pu avancer sur un certain nombre de signatures. Parce que Belle-Ombre, nous avons signé il y a maintenant 4 ans, c'est toujours pas réalisé. Nous avons 60 logements sociaux. Alors par contre, moi je me suis engagé vis-à-vis de l'ensemble des habitants du quartier à ce que nous fassions, et c'est déjà dans les tuyaux, à ce que nous fassions une concertation pour savoir comment on allait faire évoluer cette circulation routière. À un moment donné, l'histoire des Trois Pigeons, c'est pas la commune de Bel-Air qui l'a. Hein. Tout ce qui se passe, c'est à cause des Trois Pigeons. C'est clair. Le carrefour des Trois Pigeons ça fait un entonnoir. Voilà. Donc il y a l'État, il y a la métropole, il y a le département, mais il n'y a pas la commune de Bel-Air parce qu'elle n'est pas concernée. Mais par contre, ça remonte sur Bel-Air. Ouais, voilà. Les problèmes de circulation se multiplient sur la commune. Quels que soient les quartiers, tous les matins, il y a des bouchons. Oui, puisque vous me parliez de Belle-Ombre, donc je répondais là-dessus, mais je veux dire, l'avenue Thiers, la RD 8N, on est complètement d'accord. Mais en fait, c'est le carrefour des Trois Pigeons qui n'a pas été calibré d'une manière et qu'on continue à faire des zones industrielles, d'activité, et vous aurez le problème. Il faut bien loger les gens. Oui, ça c'est dans le sens vers Aix, mais dans le sens vers Marseille, c'est exactement pareil. Le matin, on ne peut pas prendre l'autoroute, à partir de 7 heures, c'est tout bouché. Eh bien, on est complètement d'accord là-dessus, mais ça c'est... mais vous savez, bon, c'est pas un concitoyen, c'est pas un administré, mais c'est un gars qui était présent à la nuit des associations vendredi soir, qui habite pas très loin d'ici, et qui travaille dans les services de l'État, et entre autres dans les routes. On a échangé pendant 20 minutes tous les deux, nous étions du même avis. Les routes, qu'elles soient nationales pour l'autoroute, qu'elles soient départementales
communal, on fait ce qu'il faut quand il le faut. Parce que, regardez, on a encore aujourd'hui, d'ailleurs, vous verrez, c'est la 11, où on va acquérir de manière à pouvoir élargir le chemin communal, qui est la traverse de la Pinède, pour pouvoir desservir. Bon, mais c'est toujours avec retard. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas trop mal, mais on va pouvoir élargir la traverse de la Pinède, alors que l'aménagement est fait depuis maintenant quelques années. Je vous l'accorde, bien souvent, on fait les routes après les opérations d'aménagement. Mais on est tellement poussé par la loi SRU qu'on fait de l'aménagement, hein. Par contre, je le dis et redis que nous sommes engagés dans le quartier Bel-Ombre à ce que nous fassions un plan de circulation avec l'ensemble des riverains, c'est-à-dire pas seulement ceux qui vont habiter Bel-Ombre, on ne les connaît pas encore, hein, mais la bergerie, enfin toute la ZAC Bel-Ombre de l'époque, Beau-Soleil, Boulevard d'Alcro, etc. On va faire une grande concertation pour savoir comment on transforme ce quartier pour qu'il circule mieux. Voilà, donc plus de questions. Donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc 3 abstentions. Je vous remercie. Ensuite, délibération suivante. Il s'agit de l'acquisition de la parcelle numéro BS51 d'une superficie d'environ 1049 m² appartenant à l'EPF est situé chemin de la Transhumance. Nous avons d'ailleurs vu ça en commission plénière l'autre jour. Est-ce que vous avez encore des questions? Je rappelle brièvement ce qu'il en est. Quand l'EPF clôt l'affaire de Montouri, hein, puisque l'EPF était propriétaire des terrains de toutes ces parcelles sur lesquelles va se faire l'EHPAD qui nous vient du château de la Malle, l'EHPAD, il y a encore, je ne sais plus quoi, une crèche. Enfin, voilà. Donc il leur restait ce triangle qui n'est pas dans cette opération-là. Donc il vous est proposé de le récupérer, la commune, alors que je sais qu'ils l'ont pour une somme modique de 20 000 euros, pour 1000 m², vous voyez. Voilà. On ne va pas y revenir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions, donc je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des voix contre? Pas de voix contre. Abstention? Non plus. Unanimité? Merci. Alors ensuite, celle dont je parlais, il s'agit de la parcelle CB numéro 196 au bénéfice de la commune à partir des opérations et des jardins d'Arthur situés au 55 chemin de la Pinède. Donc c'est cette parcelle qui fait 210 m² et que nous allons payer 1 euro. C'est ça? Voilà. Voilà, on l'a vu dans la commission plénière, il y avait un avis favorable de la commission plénière. Est-ce que vous avez encore des questions? Pas de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Des abstentions non plus. Unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous avons l'avis de la commune relatif à la révision du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage 2021-2026. Alors, nous l'avons vu en commission plénière. Ça a été présenté. La question qui était posée, c'est pourquoi, bon, on n'est pas concerné puisqu'on a notre aire. Nous, je rappelle que l'aire a été faite 2014, 2014-2015, décision par la communauté, et c'était une décision qui datait d'avant. Donc on n'est pas concerné, on est dans le schéma départemental, mais par contre, on tient à souligner que nous souhaitons continuer à avoir la police, le maire, la police administrative, de manière à pouvoir faire évacuer au plus vite les endroits où il y aurait une implantation sauvage de gens du voyage sur des terrains qui ne sont pas faits pour ça. Voilà. Et ça a été confirmé avec cette délibération et le fait que nous ayons notre aire, eh bien la préfecture nous a dit, que la sous-préfecture nous a dit qu'ils interviendraient très vite, même si la métropole met un certain temps, puisque c'est la métropole en fait qui a la compétence, et on sait que la métropole est une grosse machine administrative. Même si on l'actionne, c'est pas tout pour autant qu'on va avoir la réponse sous 24 heures.
quelquefois il faut attendre quelques semaines. Eh bien c'est pour ça que, d'ailleurs, sur la Pinède, la métropole devait, depuis 4 ans qu'elle a la compétence, devait faire des travaux. Depuis 2 ans on en parle. Et bien ça y est, les travaux sont faits, ils seront finis au mois de juillet, de refaire la canalisation d'eau potable, la canalisation d'assainissement, d'eau usée, et d'avoir mis une borne à incendie. Oui, on a attendu 2 ans, alors que si nous avions la compétence, comme l'eau coulait, on aurait fait très vite pour réparer cette canalisation. Voilà, ça c'est, je ferme la parenthèse, mais simplement pour répondre à la question que vous avez posée en commission plénière, c'est pour ça qu'on délibère, et d'ailleurs on reprendra un nouvel arrêté qui fera référence à cette délibération. Ai-je été assez clair? Allez, pas de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Unanimité, je vous remercie. Allez, on va changer un peu de rapporteur, puisque Thomas Berger va nous parler de la convention de financement de travaux concernant l'intégration des réseaux. C'est bon. Merci, monsieur le maire. Oui, donc je vous propose de vous parler directement des 2 conventions suivantes, puisqu'elles concernent le même sujet avec les mêmes intervenants extérieurs, le SMED. Ce sont des conventions qui sont faites chaque année en fonction des programmes de travaux qui sont décidés, sachant que le SMED, pour rappel, s'occupe de l'embellissement des communes, et notamment pour ce qui nous concerne, de l'enfouissement des réseaux. Donc la différence simplement entre les 2 conventions, c'est qu'on est obligé de séparer la partie réseau électrique, distribution électrique, l'éclairage par exemple, et la partie réseau de communication. Sur la partie distribution électrique, le SMED prend en charge la partie maîtrise d'œuvre et une partie de la maîtrise d'ouvrage à hauteur de 40% avec un plafond, ce qui explique qu'il y a une rémunération prévue de 48 000 €, enfin une exonération pour la commune de 48 000 €, alors que sur la partie réseau de télécommunications, l'intégralité des travaux, on parle de génie civil puisqu'on parle d'enfouissement, est pris en charge par la commune. Donc je vous propose de voter pour ces 2 conventions qui concernent la 2e phase de l'avenue Thiers. Monsieur Canobio, demandez-moi la parole et vous l'aurez. Merci, monsieur le maire. C'est quel quartier qui va être prioritaire? Alors, comme je vous le disais, c'est la 2e phase de l'avenue Thiers. C'est la prolongation de ce qui a été fait jusqu'à Sauvecannes. Donc le 2e tronçon concerne de Sauvecannes à Paul-Émile Victor. Merci. Pas d'autres questions, donc je vais mettre aux voix ces délibérations l'une après l'autre. Alors d'abord, on va commencer par la 13. Est-ce qu'il y a des voix contre? Pas de voix contre. Des abstentions? Non plus. Unanimité, je vous remercie. La 14, même vote. Même vote, merci. Ensuite, tu nous parles alors du fameux carrefour des 3 pigeons. Bon, ça va un peu raccourcir. Donc le carrefour des 3 pigeons, comme monsieur le maire l'a dit, est un point de constriction de la circulation, je veux dire extérieure à la ville, même si c'est sur sa commune. Dans ce cadre, l'État, accompagné du département, ont décidé il y a quelques années d'améliorer la circulation sur ce rond-point, de le refaire entièrement, de le transformer en place à feu, avec non plus un giratoire mais un carré, de manière à séquencer le passage des véhicules. Et d'améliorer, et ce dans la continuité de la mise en place de feux tricolores sur la bretelle de sortie de l'autoroute à cet endroit, aux 3 pigeons. Donc, nous sommes conscients à Bouc-Bel-Air que ce ne sera pas la solution miracle, évidemment, puisqu'on sait très bien que le flux augmente et que le nombre de véhicules va croissant chaque année et que les solutions sont externes, voire autres, en tout cas la complétude des solutions. Néanmoins, nous avons la volonté d'accompagner l'État dans tout ce qui peut être amélioré. Donc nous avons travaillé avec l'État personnellement depuis 2 ans, en tout cas depuis au moins 3 ans, pour que ce programme avance et qu'il soit surtout fait en cohérence avec les aménagements de Bouc-Bel-Air. Nous avons également négocié, vu que c'est une décision de l'État de revoir ce point de constriction sur lequel nous pouvons toujours émettre des doutes quant au résultat, en tout cas global, que l'exploitation future de l'éclairage public et des feux tricolores ne nous soit pas
mis en charge, mais soient concédés, excusez-moi le terme, à la ville d'Aix-en-Provence, étant donné qu'ils exploitent déjà ces deux réseaux à quelques centaines de mètres de ce lieu. Donc la présente convention que je vous propose va nous permettre, Bouc-Bel-Air, de nous positionner en faveur d'une amélioration, évidemment. Monsieur le maire a évoqué des retournements. Il y a toujours des discussions autour des périmètres des autres acteurs, que ce soit la ville d'Aix-en-Provence ou le département. Quoi qu'il en soit, nous nous positionnons clairement dans une volonté d'améliorer et de dynamiser ces travaux qui doivent normalement démarrer en septembre, d'après le programme, s'il n'y a pas encore de nouveaux rebondissements externes. Donc je vous propose de signer la présente convention en précisant qu'elle n'a aucun impact financier pour la commune, puisqu'on a négocié tous ces points. La charge, ce que je n'ai pas dit, la charge de la gestion et de l'entretien de l'éclairage et des feux tricolores reviendra à Aix-en-Provence, uniquement à Aix-en-Provence. Et l'entretien des voiries au département, puisque c'est une départementale. Merci Thomas. Monsieur Achache, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Au-delà de la convention de transfert temporaire, donc de maîtrise d'ouvrage d'entretien et d'exploitation partielle du domaine public routier départemental entre la commune de Bouc-Bel-Air, l'État, le département des Bouches-du-Rhône et la commune d'Aix-en-Provence, pour laquelle vous nous demandez notre approbation, il nous semble nécessaire de nous expliquer en quoi cet aménagement au lieu dit les 3 pigeons peut améliorer la fluidité du trafic aux heures de pointe, puisque vous avez, depuis 3 ans maintenant, vous travaillez sur ce dossier-là. La même promesse avait été faite il y a 6 ans, lors de la réalisation des premiers aménagements et installation des premiers feux. À l'époque, l'accès direct de l'autoroute pour les véhicules venant de la zone industrielle des Milles avait été un réel progrès. Par contre, dans l'autre sens, les travaux effectués et l'implantation d'un feu n'avaient en rien amélioré la fluidité dans le sens Marseille, zone industrielle les Milles, que ce soit via autoroute ou via Bouc-Bel-Air. L'opposition avait à l'époque mis, malheureusement à juste titre, en doute l'intérêt de ces travaux dans le sens de Marseille, zone industrielle. On a l'impression que l'histoire se répète. Comment la création d'une place régulée pourrait-elle améliorer la circulation? La seule amélioration est ici la création d'une piste cyclable sur votre projet. Sinon, la multiplicité des feux risque même de bloquer totalement la circulation aux heures de pointe. On a déjà eu le cas, les feux rouges donc, à la Croix d'Or, puisque monsieur le maire a décidé de les enlever, puisque c'était un vrai bazar. Sinon, la multiplicité donc, des feux risque même de bloquer donc, totalement la circulation aux heures de pointe. Cela semble être du bricolage, à défaut de travaux d'ampleur prévoyant une sortie directe de l'autoroute vers la zone industrielle et la création d'un nouvel itinéraire permettant d'accéder à la zone industrielle. Et Bouc-Bel-Air sera tout autant bouchonné. Seul avantage, les automobilistes pourront admirer les nouvelles plantations et les îlots végétalisés. Personnellement, je pense qu'il aurait nécessité de demander une grosse amélioration du projet avant de transférer toute maîtrise d'ouvrage. Bouc-Bel-Air n'a strictement rien à gagner dans cette affaire, voire y perdra encore. Je vous remercie. Alors, je vous remercie de vos remarques qui viennent corréler, voire corroborer les remarques qu'on a fait à l'État et au département lors de toutes nos réunions techniques, puisque, comme je vous le disais, on ne croit pas à la solution miracle. Ça, on ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas empêcher cette dynamique, on espère que ça va apporter quelque chose, mais la solution ne sera pas unique à ce point-là. Concernant les pistes cyclables, il est bien prévu d'améliorer la circulation douce, puisque sur ce projet, alors je consulte rapidement le plan, je ne sais pas si on le voit, oui, on le voit très succinctement. Il y a depuis Aix, sur ce rond-point donc, qui joint la RD 59 et la RD 8N, il y a une amélioration, une création de pistes cyclables de voies douces. Cette jonction va se faire jusqu'à Bouc-Bel-Air. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cyclistes ont une légère surlargeur quand ils sortent de Bouc-Bel-Air ou quand ils y rentrent en venant ou en allant au rond-point des 3 pigeons. Il y a une réelle voie douce qui va être créée. Ce point est en discussion avec le département, non seulement sur le carrefour des 3 pigeons, mais pour la jonction jusqu'à la Mounine. Donc ce point-là a bien été pris en compte et il rentre néanmoins dans la volonté de la métropole comme du département de favoriser et d'augmenter les voies douces, enfin les circulations douces, pardon. Ce qu'il faut voir aussi sur
le point positif, si on peut en dégager un immédiatement sur cet aménagement, c'est la fluidification des transports en commun. C'est un axe important de cet aménagement, que ce soit en entrée ou en sortie d'autoroute ou intracommunal. Néanmoins, il est vrai que la circulation alternée aujourd'hui, on a émis des doutes également lors de ces réunions. Maintenant, on n'a pas le pouvoir d'empêcher ce projet qui est piloté et imposé par l'État. On l'a accompagné sur de nombreux points techniques, donc les cyclistes auront tout lieu de voir l'aménagement paysager. Et on sera très très vigilant évidemment aux résultats, sachant qu'on a émis des réserves et des demandes pour que d'autres améliorations ou d'autres aménagements d'ampleur soient faits au-delà d'une simple place à feu. L'avenir nous le dira. Je voudrais ajouter un mot, parce que Thomas Bergère vous l'a dit, il suit ce dossier depuis 2 ans. Quand nous avons été réélus en 2014, c'est quelque chose qui ne m'avait pas échappé, on a bougé le schmilblick. Ce qui fait que, je me souviens, j'ai reçu un ingénieur des services de l'État. Alors à l'époque c'était, je ne sais pas si c'était déjà la DREAL, ça change tout le temps, ça les occupe, vous comprenez, quand on change d'acronyme, ça fait du bastringue et ça permet aux gens de s'occuper. J'ai reçu ici, je me souviens, un matin très tôt du mois de juillet 2014, où on est vu, monsieur le maire, on sait, parce que j'avais ramené ma fraise, on sait que le carrefour de Trois-Pigeons, c'est un problème. Nous étions en juillet 2014. Ça va faire 8 ans. On a vu une tranche de travaux qui n'a pas amélioré, au contraire. Mais je savais que depuis le départ, ça gênerait. Ce qui était important pour l'État, à l'époque, c'était de faire en sorte qu'il n'y ait plus de bouchons sur l'autoroute. Et oui, à la sortie de l'Huine, donc avec maintenant des bus en priorité, enfin, je veux dire, c'est un capharnaüm, voilà, donc on le sait. C'est pour ça que Thomas vous l'a dit, on ne pense pas que ça soit la solution, surtout pour la commune de Bouxwiller. Parce que si ça bouchonne là-bas, ça remonte. Voilà. Donc c'est clair, ça bouchonne en venant de partout. On pourrait vous dire que sur la D7, ça bouchonne à Valarbre, donc même avant. Donc les gens tournent à gauche et ils prennent le petit chemin qui rejoint, qui part au niveau du pont sous la voie ferrée, enfin du pont de chemin de fer. Ils prennent à gauche et puis ils prennent Beau Soleil, boulevard Avenue Beau Soleil, et puis ils prennent au bout de l'avenue Beau Soleil le petit morceau d'ancienne route départementale pour aller plus vite. Ils passent pas par le giratoire. Voilà, on le sait. C'est monsieur, comment vous l'appelez, monsieur Oise, c'est ça là, voilà, c'est là qui leur explique comment la Baume du Loup. Moi, j'ai jamais vu autant de circulation dans la Baume du Loup que depuis quelques années. Hein. C'est quelque chose que j'utilise. Je pratique cette route depuis une quarantaine d'années. Je n'ai jamais vu autant de... Et voilà. Il faut être sûr que les gens y vont... Parce que quand vous les voyez monter, ils ne montent pas tout droit à traverser la place, direction Aix. Comme ils savent qu'à la Mounine, ça va... sur l'avenue Mounine, ça va retenir, eh bien, ils partent à gauche. Au monument des Maréchaux, ils partent à droite par le cours de ferrage, chemin de Castillonne, et encore... Il oublie, il tourne à droite dans le lotissement. Voilà. Donc ça, c'est M. Oise qui fait tout ça. Il faut vivre avec son temps, M. Hachache. Voilà. Même si on le déplore. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous là-dessus. Voilà. Plus de questions. Donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Merci. Thomas, on a fini avec toi. On va écouter la douce voix de Sophie qui va nous parler de demande de subvention d'abord. Allez. Merci, monsieur le maire. Pardon, c'est moi qui n'ai pas appuyé sur le bouton. Merci. Donc, pour améliorer la sécurité et le cadre de vie, la commune doit entreprendre de nombreux travaux de proximité sur les infrastructures et bâtiments publics. Voici la deuxième partie de ces travaux pour 2022. Sécurisation et amélioration de l'accessibilité du carrefour boulevard Valcro. 50 379 € hors taxe pour le coût du projet. La participation demandée est de 35 265 € hors taxe. Réfection de la salle associative Antonin Gabelier.
Coût du projet 81 700 € hors taxe. Participation demandée 57 190 € hors taxe. Réfection de l'aire de jeu de l'école de la Bergerie. 79 947 € hors taxe le coût du projet. Participation demandée 55 963 € hors taxe. Soit un total de 212 026 € hors taxe et un total de participation de 148 418 €. Le taux de subvention étant de 70% sur le coût hors taxe des travaux plafonné à 85 000 € par projet. C'est passé en commission? Non, pas ça. Non. Ah bon? Pas en commission finance. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Sophie? Pas de questions. Donc je mets au voie cette délibération où on demande les subventions. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité. Merci. Allez Sophie, tu continues. Et Afin d'effectuer... Pardon. DM numéro 1. Oui, monsieur le maire, merci. Afin d'effectuer les ajustements de crédit pour l'année 2022, il est proposé de délibérer sur la décision modificative numéro 1 pour le budget de la commune. En dépenses de fonctionnement, 542 010 €, constitués principalement de l'augmentation des coûts de l'énergie, l'augmentation du prix des produits d'entretien et du mobilier et l'augmentation du prix des repas de notre DSP Restauration. Sommes compensées pour un même montant par les recettes qui sont constituées par l'actualisation de la hausse de la base cadastrale dans le calcul des impôts locaux. Je précise que ce n'est pas une augmentation des taux de la commune, mais bien une revalorisation liée à l'inflation. Et compensée également par le remboursement de la métropole du fonctionnement des frais de fonctionnement de la piscine, qui est une compétence transférée. Pour ce qui est de l'investissement, des dépenses et recettes qui s'équilibrent à 0 €, il ne s'agit que de déplacements entre les chapitres, conséquence d'une réévaluation des frais d'études et de travaux reportés faute d'approvisionnement. Voilà pour cette DM. C'est passé en commission. Tout à fait. La commission a émis un avis favorable. OK. Monsieur Hachache, vous avez demandé la parole. Vous l'avez. Oui, monsieur. Merci, monsieur le maire. En effet, effectivement, cette proposition a été examinée donc, en commission des finances le 26 juin dernier. Le groupe d'opposition pour que vive Bouc-Bel-Air tient à remercier d'abord donc, les services financiers et techniques de la commune pour les commentaires et explications à propos de ces modifications significatives du budget. Au cours de cette réunion, ils ont présenté des documents détaillant les différents postes et budgets modifiés. Permettez-moi de rentrer un peu plus dans le détail sur les différentes sections de fonctionnement et d'investissement. Sur la section fonctionnement dépenses, la plus grande partie de la révision des dépenses est imputable au coût d'énergie. Vous l'avez précisé en préambule. Évolution de 2 postes, effectivement, donc les combustibles et carburants donc pour 300 000 €, énergie et électricité pour 150 000 €. Ces évolutions sont évidemment dues à l'inflation sur les coûts de l'énergie. Nous vous avions fait remarquer qu'au moment du vote budgétaire, les dépenses budgétées d'électricité étaient identiques aux réalisées 2021 et donc largement sous-estimées étant donné la situation. Vous, monsieur le maire, vous nous avez répondu qu'il n'en était rien. Or, la hausse des coûts de l'énergie était totalement prévisible au moment du budget. Il n'y a pas eu de nouvelle hausse depuis 2 mois. Pour le reste, il s'agit essentiellement d'évolutions tarifaires, assurance, transport, OMS, etc., qui auraient certainement pu être anticipées en cette période d'inflation comme connue depuis le début de l'année. Sur la section fonctionnement recettes, les 139 660 € correspondent à des frais sur la réfection de la commune anticipés par Bouc-Bel-Air, alors que la charge en revient à la métropole, qui les rétrocède donc. Comment se fait-il qu'on ne le savait pas auparavant ? Je note dans vos observations une refacturation, effectivement, 2020-2021, métropole, dépenses, piscine, Guidrut. Le reste des recettes supplémentaires correspondent exactement à ce que nous avions soulevé au moment du budget, à savoir l'augmentation de 3,4% des bases d'imposition locale. Vous l'avez également précisé, dont le montant est reversé par l'État à la commune. À l'époque, il paraissait qu'on ne connaissait pas encore le taux au moment du budget. C'est très surprenant de nous avoir répondu de la sorte, puisque cette information était publique à ce moment-là. En tout état de cause,
l'art du budget consiste à prévoir les recettes et dépenses avant qu'elles ne soient connues exactement. Sinon, on ferait des budgets après coup en fin d'année. Sur la section investissement, sur les études, on assiste à des tours de passe-passe entre les études abandonnées pour 150 kg €, marché du géomètre devenu irréaliste, théâtre de verdure repoussé, AMO global sur l'église, et des nouvelles études pour 165 000 €, un audit fibre entre les bâtiments de la mairie, enfouissement réseau, rue Alphonse Daudet et le décret tertiaire. En dehors des petites dépenses qui paraissent être là pour équilibrer le tout, on note une dépense de 142 000 € d'aménagement de terrain. Il s'agit là d'aménager l'aire de jeu et la zone parking belvédère de la place centrale. Cela est engagé à la suite des vues préliminaires d'architectes participant au groupe de travail sur la rénovation cœur du village. Celui-ci, paraît-il, s'est réuni 2 fois. Nous sommes totalement opposés à ces dépenses, je parle de l'aménagement du belvédère, tant que les résultats du groupe de travail ne sont pas finalisés et présentés au conseil municipal dans sa globalité. On ne va pas engager des dépenses par petits bouts, c'est l'assurance d'un projet incohérent. Ensuite, les 328 000 € de construction correspondent à des dépenses pluriannuelles qui n'ont pas pu être réalisées en 2021. Les dépenses également de 418 000 € correspondent à un marché global énergie, le MGPE. Là aussi, on peut s'étonner que cette dépense considérable n'ait pas pu être prévue au moment du budget. Conclusion. Incompétent, vous nous avez accusés de la sorte lorsque nous avions demandé des explications au moment du budget. Il est intéressant de noter que l'on peut avoir des explications détaillées sur les correctifs budgétaires en cours d'année en toute transparence. Nous ne sommes pas là pour critiquer, mais pour comprendre les choix politiques et éventuellement les soutenir ou nous y opposer avec argumentation. Nous vous demandons dès à présent de prendre date au moment de la discussion d'orientation budgétaire 2023, une réunion particulière avec les services techniques et financiers de la ville pour comprendre les évolutions budgétaires prévues. Incompétent, vous nous avez traité, monsieur le maire, dans le bouquin numéro 35 publié le 1er juin 2022. Les administrés seront heureux d'apprendre que ce n'est vraiment pas grâce à leur maire qu'ils ne payent plus de taxes d'habitation, dont le taux à Bouc-Bel-Air est bien supérieur aux autres communes du même niveau. Pour rappel, 19,94% contre 16,68% ailleurs. En revanche, les administrés et notamment les nouveaux propriétaires depuis 2018 continuent de payer la taxe foncière sur l'ancienne part communale, mais aussi sur l'ancienne part départementale, qui va évidemment à la commune au titre de la compensation de la suppression de la taxe d'habitation. À Bouc-Bel-Air, un habitant paye en moyenne 640 € d'impôts locaux contre 576 pour les autres collectivités de même niveau. Source DGFiP 2020. Incompétent pour avoir utilisé un dispositif obligatoire qui est le droit à la formation, vous avez écrit, monsieur le maire. Autant d'ancienneté comme élu et si peu de compétences, à part les belles attaques ad hominem. Merci, monsieur le maire, pour votre reconnaissance à notre égard. Vous devriez certainement suivre une bonne formation en finances locales, à Paris, évidemment. Tu veux parler? Après, je répondrai après. Pour ce qui est du détail donc, de chacune des lignes en fonctionnement d'investissement, on les a abordées une par une en commission. C'est ce qui fait que vous avez vous-même ce soir présenté ces détails. Je ne vais pas revenir dessus. On s'en est expliqué. C'était le but et la finalité de cette commission finance. Bon, c'est une attaque ad nominem, comme vous dites très justement. Simplement, je vous ferai remarquer une chose, vous n'étiez pas autour de cette table, mais quand je suis revenu en 2014, la première chose que j'ai faite, c'est baisser les impôts locaux. Et c'est facile, vous allez revoir ce qu'il en était. Et par contre, je continue à persister, à dire que l'erreur du président de la République que d'avoir supprimé la taxe d'habitation est une erreur pour les communes. Peut-être pour les contribuables, c'est bon, mais pour les communes, c'est une erreur. Et je vous explique pourquoi. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus qu'un seul impôt sur lequel
Donc, puisqu'on n'en a qu'un, on peut jouer que là-dessus, c'est l'impôt foncier. Sur l'impôt taxe d'habitation, nous perdons tous les ans. Pourquoi ? Parce que c'est sur la base de 2018, avec les recettes que nous aurions dû toucher en 2018, à l'euro près, je vous l'accorde. Mais par contre, toutes les nouvelles habitations, et entre autres les logements sociaux qu'on nous fait construire et qui viennent donc, qui sont demandeurs de services de la part de la commune, eux, la contribution, elle est nulle. Et la contribution, nous ne la toucherons qu'à partir de la 15e année, puisque le foncier est exonéré pendant 15 ans. C'est ça que je veux dire. Alors vous essayez de me faire dire que je ne veux pas baisser les impôts, que je suis pour augmenter les impôts. Ça, c'est votre problème, dites-le. Après tout, les chiens aboient, la caravane passe. Mais non, mais je suis très clair là-dessus. Dès qu'on est arrivé, on a baissé les impôts, mais compte tenu du contexte du gouvernement de l'époque et de celui qui a suivi après, on fait très attention. Et aujourd'hui, heureusement, parce qu'aujourd'hui, si on avait baissé notre taxe d'habitation, encore baissé notre taxe, d'abord on n'avait pas les moyens, il a fallu redresser un peu les finances et faire en sorte que comment dirais-je, l'endettement baisse, c'est ce que nous avons fait pendant le mandat précédent. Aujourd'hui, on ne toucherait pas autant de l'État si on avait baissé, puisque si vous voulez, c'est sur le taux qu'il y avait en 2018. Donc on l'a baissé en 2014, on ne l'a pas baissé en 2015, 2016, 2017, je vous l'accorde, mais heureusement, parce qu'autrement, on serait gros gens comme devant et on a des recettes en moins. Alors c'est ça que je veux dire. Simplement, c'est la fiscalité et c'est les recettes pour la commune. Maintenant, vous savez, on peut dire ce que vous voulez, les électeurs s'expriment. Aux élections municipales, c'est fait pour ça. Voilà. Exactement. Mais n'oubliez pas qu'en 2014, dès notre arrivée, alors qu'on a monté Dominique Bièche s'en souvient très bien, pour ceux qui étaient sous le mandat précédent, on a monté un budget en 15 jours et on a baissé les recettes. Voilà. Nous sommes en 2022. Nous parlons de 2022. Non, mais en 2022, on n'a plus les moyens de baisser. Regardez, si on avait baissé, alors que l'électricité a multiplié 2,5. Bon, alors, vous voulez que je vous donne des chiffres pour vous montrer que, voilà, le tableau qui nous donne l'évolution annuelle pour la base 100 en année 2015, ensemble, ce qu'on appelle les IPC. Pardon, ça a disparu le truc. Où on a tous les mois, en mars 2021, nous étions à une augmentation de 1,1. En février 2022, 3,6 et en mars 2022, 4,5. C'était l'inflation. Sur l'alimentation, c'était 0,9, 2,1, 2,8. Mais après, si je passe à l'énergie en mars 2021, c'était en base annuelle toujours une évaluation annuelle de 4,7. En février 2022, nous étions en 21,1. En mars, nous étions à 28,9. Alors, si vous savez mieux que les économistes, vous êtes formidable. Moi, je ne suis pas Madame Soleil. Parce que la guerre en Ukraine, c'est fin février 2022. Et le budget ? Et notre budget était booké dès le mois de février 2022 pour pouvoir le présenter au mois d'avril, c'est ça ? Attendez, simplement, je vous ferai remarquer ça. Voilà. Et en fait, 2 mois de suite, l'énergie a pris 28 et 21%. On ne savait pas. Par contre, quand on a reçu la première comment dirais-je, la première facture, au mois de février, on s'est rendu compte qu'en fait, elle avait été multipliée par 2,5. Voilà, c'est tout. Voilà. Autre question ? Alors, on met aux voix cette décision modificative. Est-ce qu'il y a des voix contre ? Des abstentions ? Même pas ? Unanimité, je vous remercie. Vous avez apporté les détails, c'est ce que je veux préciser. Merci. Allez, on continue. Toujours Sophie qui va nous parler de la DM numéro 1 pour le SPIC cimetière. Merci, Monsieur le maire.
Afin d'effectuer les ajustements de crédit pour l'année 2022, il est proposé de délibérer sur la décision modificative d'affectation numéro 1 pour le budget SPIC cimetière de la commune. Cette décision modificative s'équilibre parfaitement en recettes et en dépenses dans les sections de fonctionnement et d'investissement de la manière suivante. La somme de 3 178,80 € est enlevée du chapitre 11, imputation 605, et est reportée sur le chapitre 2, imputation 02. En investissement, la même somme est enlevée du chapitre 1, imputation 001, pour être mise sur le chapitre 23, imputation 2313. Monsieur le maire, j'ai terminé. Merci Sophie. Est-ce que vous avez des questions à poser à Sophie? Pas de questions. Je mets aux voix cette délibération, l'ADM numéro 1 sur le SPIC cimetière. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Des abstentions non plus. Unanimité. Merci. Convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre la métropole et la commune de Bouillère pour les travaux d'investissement défense extérieure contre l'incendie. Merci. Bon, là, ça va être un peu plus technique, j'en suis désolée. Depuis le 1er janvier 2018, la métropole est compétente en matière d'eau potable et d'assainissement collectif, conformément aux dispositions de l'article L. 5218-2 du CGCT. Pour les communes en gestion déléguée avec contrat d'affermage, la métropole suit le contrat de délégation de services publics et notamment l'exploitation des services délégués aux fermiers et gère la dette et l'actif. En matière d'investissement, afin de permettre la poursuite des opérations de travaux engagées par la commune et dans le but de satisfaire un objectif de continuité des services publics de l'eau et de l'assainissement, la métropole et la commune ont choisi d'adopter une convention d'ouvrage délégué pour la réhabilitation, déplacement, suppression ou création de points d'eau d'incendie dans divers quartiers de la commune. La commune de Bouc-Bélair a ainsi la qualité de maître d'ouvrage pour l'ensemble des études et travaux concernant les opérations listées dans l'article 1 de la Convention. Elle assure leur financement et est remboursée par la métropole pour toutes les dépenses relatives à la réalisation de ces opérations. La Convention est conclue pour la durée des études, de réalisation des travaux et prendra fin à l'issue de l'année de garantie de parfait achèvement. C'est cocasse parce que c'est une compétence qu'on récupère au 1er janvier 2023. Voilà, donc c'est clair. Est-ce que vous avez des questions à poser à Sophie là-dessus? Pas de questions. Je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Unanimité. Merci. Ensuite, Stéphane Pierassini va se faire un plaisir de nous parler d'une subvention exceptionnelle pour un déplacement en Vendée pour l'installation de basket. Merci Monsieur le maire. L'association sportive Simiane Bouc-Bélair participe à la vie commune et dans de nombreuses actions et ses équipes dynamiques sont régulièrement classées. L'équipe des U15 des moins de 15 ans, garçons, ont participé et ont remporté le tournoi de la Micaline Basket Go en avril. L'équipe s'est ainsi qualifiée pour les phases finales nationales qui se sont déroulées à Saint-Jean-de-Mont en Vendée. L'association nous a donc sollicité afin de participer aux frais de déplacement des joueurs vers la Vendée. Dans le but de soutenir cette association, une subvention exceptionnelle de 900 € sera versée afin de participer en partie aux frais de transport. Cette subvention a reçu un avis favorable de la commission en date du 1er juin 2022. Merci Stéphane. Est-ce que vous avez des questions à poser à Stéphane? Madame Martin, demandez-moi la parole, vous l'avez. Merci Monsieur le maire. Nous sommes très fiers que nos jeunes portent les couleurs de notre commune en Vendée. Nous sommes favorables au versement de cette subvention pour participer au financement de leurs frais de déplacement. Toutefois, dans la mesure où il s'agit d'une association de basket qui s'intitule Union sportive Simiane Bouc, nous souhaiterions savoir si nos voisins simianais ont aussi versé une subvention exceptionnelle à cette association. Merci. Tu l'as le micro. Ça y est, voilà. Merci. Oui, effectivement. En fait, la subvention était de base de 2500 €. L'association sportive Simiane Bouc-Bélair a la particularité d'avoir des joueurs qui sont constitués de Simiane, Bouc-Bélair et de Gardanne aussi. Il était donc assez équitable pour chacun de prendre sa part. Et donc, j'avais demandé aux mairies de Simiane et de Gardanne de participer à hauteur égale à cette subvention. Ce qui a été fait, je pense, de leur côté.
Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Stéphane Pieracini? Pas d'autres questions. Je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Dominique Bièche va nous parler de l'état d'assiette des coupes dans la forêt communale pour l'année 2022. Bien, alors je vais vous mettre à l'aise. Je vais aller au plus simple parce que le jargon ésotérique de l'Office national des forêts est assez hermétique. Donc, en gros, et de manière très résumée, il faut savoir que la gestion des forêts des collectivités, c'est le cas de Bouc-Bel-Air, qui relève du régime forestier, c'est l'Office national des forêts qui est tenu de porter à la connaissance de ces collectivités de ce qu'ils appellent, dans leur jargon, l'inscription des coupes à l'état d'assiette. Je ne saurais pas vous dire ce que ça veut dire, mais voilà, c'est comme ça. Donc, pour l'année 2022, il est prévu 2 coupes. Alors, d'après les informations que j'ai pu recueillir, je les situe l'une du côté du vallon du Pégot. Je ne sais pas si vous vous situez à peu près. C'est vers le... derrière Terre Blanche, voilà. Où là, il y a un certain nombre d'éclaircissements qui vont être faits par la suppression de pins d'Alep pour permettre la croissance de chênes. Et la deuxième zone, ce serait entre la partie haute du stade du Moussou et le foyer des anciens, où là, il y aurait environ sur 1 hectare du débroussaillage qui serait fait. Donc voilà, voilà ce que je peux vous dire sur ces 2 parcelles qui sont prévues au programme de 2022 par l'Office national des forêts et qui sont donc inscrits comme coupe à l'état d'assiette. Mais, merci Dominique. Est-ce que vous avez des questions à poser à Dominique? Pas de questions, il a mis un peu d'ironie là-dedans, mais ça fait pas de mal. Donc je mets aux voix cette délibération parce qu'il faut délibérer pour ça. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Unanimité. Je vous remercie. Allez, Marie-Pierre, tu vas nous parler de la création de 2 postes permanents en registre des effectifs. Merci, Monsieur le maire. Compte tenu de l'activité et des besoins du service promotion de la ville et du service scolaire, il vous est proposé ce soir de créer 2 postes permanents donc, au registre des effectifs. Un poste d'assistant administratif à temps complet pour la promotion de la ville et un poste d'agent technique à temps complet pour le scolaire. Alors en effet, pour la promotion de la ville, pour pouvoir assumer toutes ces missions qui augmentent, notamment la Web TV, les manifestations qui reprennent, les cérémonies patriotiques, les commémorations, l'organisation du forum des associations, le service a besoin d'un agent supplémentaire. Donc, après avoir accompagné et formé un apprenti pendant 1 an, la création de ce poste permettra à la commune de pérenniser cet agent qui était en formation, qui est diplômé aujourd'hui et qui donne actuellement toute satisfaction dans la manière de servir. Ensuite, pour le service scolaire, il s'agit de remplacer un agent qui a fait valoir ses droits à la retraite. Donc, vous connaissez l'activité du service scolaire, on en a parlé assez souvent. Donc, le service scolaire ne peut pas se passer d'un agent à temps complet. Donc, nous vous proposons de créer aussi un poste permanent pour le service scolaire. En fait, on recrée un poste parce que ce n'est pas le même grade, vous savez, toujours pareil, les indices, les grades, les échelons, voilà. Donc, on repart sur du neuf. Merci Marie-Pierre. Est-ce que vous avez des questions à poser à Marie-Pierre? Pas de questions. Je mets aux voix cette délibération. Ah, tu as expliqué les 2, donc... Oui, oui, pour les 2 postes permanents, j'ai expliqué les 2. D'accord. Donc c'est là, d'accord. Je mets aux voix cette délibération numéro 22. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Unanimité. Je vous remercie. Marie-Pierre, tu nous parles de la 23. Alors oui, donc là, il s'agit de créer 6 postes non permanents au registre des effectifs. Donc en fait, ces 6 postes permettront de mieux adapter les ressources aux besoins des services. Donc il y a 2 services qui sont aussi concernés par cette délibération. Il y a le service des sports. Alors c'est au vu de l'activité estivale, notamment avec la surveillance en forêt, qui demande beaucoup de logistique.
en plus du fait de pédaler dans la colline et d'être sportif, il y a aussi la préparation de la rentrée associative, il y a la préparation du forum des associations. Il est proposé donc au Conseil de créer un poste d'adjoint administratif pour une période de 2 mois, juste pour justement préparer toutes ces manifestations et pour assurer la surveillance en forêt. Donc ce poste, si on le valide ce soir, sera proposé à un stagiaire qui est actuellement en stage et qui va finir à la fin du mois. Cela permettra d'avoir un agent opérationnel rapidement et efficace. Et là, lui aussi, pour nous, de prolonger l'accompagnement de ce stagiaire en lui proposant un petit peu une formation un peu plus poussée, du coup, en étant salarié. Pour le scolaire, donc vous savez que l'activité du scolaire, qui est déjà importante, est majorée par toutes les mesures sanitaires et a priori, on va repartir encore sur d'autres règles, comme faisait état Monsieur le maire en préambule de ce conseil. Donc, pour renforcer les équipes et aussi pour pouvoir pallier aux absences inopinées des agents de courte durée, nous proposons donc au conseil municipal de ce soir la création de 5 postes à temps complet non permanent d'agents polyvalents et d'entretien de services avec des missions de restauration et d'entretien à compter du 1er septembre et pour une durée de 12 mois. Ce sont des postes que l'on crée tous les ans et qui se terminent, puisque ce sont des postes à durée déterminée qui se terminent avec la fin de l'année scolaire. Voilà. Merci Marie-Pierre. Est-ce que vous avez des questions à poser à Marie-Pierre? Pas de questions? Je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Des abstentions? Non plus, unanimité. Dominique Bièche me faisait signe qu'il avait oublié de vous dire quelque chose, donc je lui repasse la parole. Oui, 10 secondes. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure que, naturellement, pour cause de risque incendie, ces coupes de bois seront faites en dehors de la période estivale. C'est mieux en le précisant, mais bon, tout le monde s'en doutait. Bon, mes chers collègues, alors j'ai reçu 3 questions diverses. Une question concernant la liste pour que vive Bouc-Bel-Air, qui dit les débats du conseil municipal mensuel et les informations municipales hebdomadaires sont diffusés sur Web TV de la commune. Comme vous le savez, en vertu de l'article L 21-21-27-1 du CGCT, dans les communes de 1000 habitants et plus, les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité ont le droit de bénéficier d'un espace d'expression lorsque les informations sur le conseil municipal sont diffusées par la commune, quel que soit le média. C'est le cas sur le bulletin municipal et conformément au principe de liberté d'expression, pouvez-vous nous indiquer les mesures que vous allez prendre pour que nous disposions d'un espace suffisant et proportionné sur le support de la Web TV selon les termes de la jurisprudence? Vous avez raison de le demander, hein. Moi je ne vois aucune objection à cela. Et ce que je vous propose, c'est dans le courant de l'été de discuter de ça et de préparer, vous mettre autour d'une table les 2 listes concernées et de préparer ça avec la promotion de la ville de manière à ce qu'on puisse avancer là-dessus. Mais il n'y a pas de souci et vous avez bien fait de me le demander. Hein. Après, le groupe Bouc-Bel-Air maintenant. Le groupe Bouc-Bel-Air maintenant, pourquoi j'ai tout ça, il y a des trucs, dit la préfecture des Bouches-du-Rhône a placé la commune de Bouc-Bel-Air au niveau d'alerte sécheresse. L'impact sur le quotidien des bouquins est conséquent. L'arrosage en journée est interdit, tout comme le lavage des voitures par les particuliers ou les remplissages de piscines individuelles. La mairie peut-elle relayer cette alerte sur le site internet de la commune et même éventuellement informer la population par les moyens complémentaires, téléphone, affichage, etc. Voilà. Donc, nous prévoyons une campagne de communication digitale à partir des visuels préfectoraux. C'est ce qu'on appelle les éco-gestes sécheresse. Et cette campagne sera également relayée dans la Bouc TV, hein, puisqu'on a notre Bouc TV, on y va. Et puis, deuxième question, dans le prolongement des mesures de lutte contre l'incendie évoquées au conseil municipal du 28 mars 2022, nous avons constaté de nombreuses zones d'herbe folles sèches non entretenues. Col de la Salle, Square des Vergers par exemple. Alors que d'autres zones semblent nettoyer très régulièrement. Quelle est la fréquence par zone et par saison de fauchage des espaces publics sur la commune de Bouc-Bel-Air? Alors, je
je peux vous dire que sur la zone des vergers, c'est en régie pour l'aire de jeu et les abords, c'est à peu près 10 fois par an. L'école de la Salle, c'est en régie aussi, c'est 15 fois par an. La Bastide, c'est un ESAT, et donc lui, c'est 1 fois par mois. Et les lotissements, c'est aussi un marché, c'est 1 fois par mois. Les accotements, le fauchage bord de route, c'est 1 à 2 fois par an. On a quand même 30 km de voies, hein, donc c'est important. Avec fauchage tardif, mi-juin, pour préserver la biodiversité. Ah, biodiversité, grand mot. Ça veut dire beaucoup de choses. Oui, la commune, depuis maintenant 5 ans, déploie une politique dite de fauchage tardif, qui diminue considérablement les tontes à chaque fois que c'est possible. L'idée est de ne pas réaliser qu'une coupe avant l'été, généralement après les pluies de mai, et évidemment les fortes chaleurs de l'été. Cette année, la canicule précoce n'a pas aidé. L'idée est de faire des économies, mais surtout de protéger la biodiversité. Dans nos communes existent des espaces verts, plus ou moins grands, des placettes et des bords de route qui représentent autant de petites prairies naturelles ou des plantes sauvages. Certaines sont très belles et deviennent rares. Peuvent se développer grâce à la pollinisation par les insectes. C'est la nature. Et où de nombreux petits animaux trouvent refuge et nourriture. Donc il ne s'agit pas pour autant d'un entretien délaissé, mais d'un entretien raisonné, qui intègre les objectifs du développement durable. Enfin, une nouvelle étude que je peux vous communiquer en lien avec votre précédente question démontre que la préservation de cette biodiversité permet de lutter contre les îlots de chaleur. Et alors, j'ai moi-même été un peu estomaqué quand j'ai vu ça. Il est la conséquence des différences de température observées entre les milieux urbains et les zones rurales environnantes. Des observations ont démontré que les températures de centres urbains sont en moyenne supérieures de 4 degrés et peuvent atteindre jusqu'à 12 degrés de plus que les territoires limitrophes. Ça, je pense que tout le monde a fait. Moi, j'habitais Bouc-Bel-Air depuis peu. En rentrant le soir de Marseille, où comme on était des Marseillais depuis peu à Bouc-Bel-Air, je parle de ça il y a quand même quelques décennies, eh bien, on était dans Marseille, les fenêtres ouvertes. Et arrivé à l'embranchement Lyon-Aix, quelle différence, on a fermé la fenêtre. On avait bien 4 ou 5 degrés de différence, donc c'est bien quelque chose qu'on voit. Mais cette étude dont je vous parlais vous donne, après on pourrait évoquer ça, peut-être en parler fort longtemps, mais vous donne ici la différence qu'il y a de température entre les zones où vous avez l'herbe qui existe, qui est verte. On est à 19 degrés et demi. Là où vous avez l'herbe qui a été coupée, vous voyez, qui a jauni sur les trucs, on est à 24 degrés et demi. Et là, vous avez tout simplement le sol dur de la route, chemin forestier ou un truc comme ça. Et là, on est à 43 degrés. Vous voyez, au soleil, évidemment. Donc, le fauchage tardif a quand même une raison par rapport à la biodiversité. Et c'est cette étude qui nous montre ici cette photo avec les différences de température qui sont prises, nous montre bien que c'est quelque chose d'important. Je vous l'accorde, on a l'impression que ça laisse peut-être un peu certains laisser-aller au bord des routes, etc., etc. Mais sachez que ça permet à la flore et à la faune, peut-être moins la flore que la faune, qui est située en dessous, en bordure de terre, de pouvoir se reproduire tranquillement. Et en tout cas, ça permet aussi d'avoir des endroits qui sont moins chauds que les autres. Voilà, mes chers collègues, ce que je pouvais vous dire sur ces 3 questions diverses. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous, la séance étant close, un bon été, de bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Et puis en septembre, où notre conseil municipal est prévu. Bon. Je l'ai quelque part, ne vous inquiétez pas.
Il est prévu donc... Ah mais non, il n'est pas prévu. Il n'est pas prévu là-dessus. Là, voilà. Bon, ben on vous le dira, alors on arrêtera là. On arrêtera la liste et on vous le dira. C'est la librairie papeterie de l'enseignement à Marseille qui avait pris le marché. C'est un jeune qui se lançait. Depuis, il a une envergure de dingue. Il a tous les marchés de Marseille.